Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis ravie de vous retrouver. Alors cette semaine, Donald Trump a fait l'objet de toutes les attentions sur l'actualité internationale. Le président américain est-il finalement l'impulsion de ces grandes bascules annoncées depuis si longtemps ? De l'Ukraine au Moyen-Orient, en passant par son propre pays, il semble avoir l'intention de redessiner tous les contours de la situation. Alors, quel avenir pour l'Europe dans tout cela? Allons-nous devenir le refuge des néoconservateurs défroqués ou peut-on encore espérer une émancipation de nos nations vis-à-vis de nos maîtres? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, c'est très important que vous participiez au succès de cette émission. Alors, pensez bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air. Ça vous prend une seconde et ça améliore considérablement le référencement. Pensez également à m'écrire juste en dessous. Vous savez que je vous réponds. Et puis, relayez au maximum cette vidéo. C'est parti. Et aujourd'hui, à mes côtés, Caroline Galacteros. Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Et bien sûr, nos téléspectateurs peuvent à présent vous retrouver plus régulièrement sur votre chaîne YouTube, Pays Guerre, bientôt 110 000 abonnés. Avec de nombreux formats, mondoscopie, des entretiens. Vous avez eu récemment Fedorovski. Donc, chers téléspectateurs, allez grossir les rangs. Alors, il y a 5 ans, Caroline Galacteros, vous publiez Vers un nouveau Yalta. C'est aux éditions Sigest. Le livre est toujours disponible. Vous pouvez aller sur la boutique de TVL. Finalement, vous redécriviez une recomposition du monde actuel. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec le retour de Donald Trump et sa fameuse volonté de nettoyer le marécage, l'essor des BRICS, mais aussi les fractures au sein même de l'Union européenne, on assiste à un chamboulement, j'allais dire, général du monde, qui crée des frontières un peu différentes. Oui, on a eu, avant son retour au pouvoir, une grande crispation depuis plusieurs années, en fait, d'un monde en train de se redéfinir. Il y a eu ce conflit en Ukraine, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu tout un tas d'endroits où il y a eu des frissonnements et des crispations, entre guillemets, de l'Empire. Et puis le voilà de retour avec un agenda en apparence assez calme, plutôt je ne veux pas faire la guerre, je veux faire des deals, je veux m'entendre, je veux ouvrir en fait le jeu, mais en même temps dans sa méthode et dans sa façon d'installer le rapport de force selon lui, selon son habitus, selon ses réflexes, on se demande bien si ça ne va pas dégénérer et s'il va être capable, en fait, d'avoir une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir revisiter un certain nombre de théâtres, de conflits, de crises et recréer ce nouveau Yalta. Parce que moi, j'ai écrit ça, effectivement, en 2019, mais aujourd'hui, on y est. Là, les tendances se sont développées, ont monté. On ne veut pas les voir en Europe, bien sûr. On est contre, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on se crispe. On a cru le faire en synergie, en harmonie avec la précédente administration. Et là, en fait, il y a un double découplage. Il y a un double débrayage, d'une certaine manière, à l'intérieur du pôle occidental, entre les États-Unis et l'Europe, et entre cet ensemble-là et tout le reste du monde qui voit arriver Trump, veut bien lui laisser un vague bénéfice du doute, mais se met quand même en ordre de bataille pour éventuellement lancer les boomerangs et en tout cas les renvoyer. On a le sentiment que ces fractures qu'on peut distinguer dans ce bloc occidental, on peut aussi les percevoir à la plus petite échelle, d'un côté aux États-Unis et de l'autre côté au sein de l'Union européenne. Tout à fait, tout à fait. Il y a clairement, Trump est maintenant dans une phase qui va être peut-être plus compliquée qu'on aurait pu l'espérer, de tentative de prise de contrôle interne de l'appareil, de l'establishment politique américain dans plein de domaines, mais certainement en politique étrangère, au sens large, c'est-à-dire appareil de renseignement, appareil diplomatique, appareil militaire aussi, enfin, voilà. Et là, effectivement, il voulait drain the swamp, ok, et il prend un certain nombre de mesures qui laissent penser qu'il va pouvoir le faire, il nomme un certain nombre de gens
qui pourrait bien essayer, je pense à Tulsi Gabbard sur l'appareil de renseignement, ou effectivement peut-être même Kash Patel au FBI. Tout ça, c'est des organismes qui en fait ne travaillent pas pour la grandeur américaine. Ils travaillent en interne, ils sont extrêmement politisés, ils n'ont rien à voir avec la gestion véritable, optimale des conflits pour des intérêts. C'est des organismes qui permettent de comprendre que dans l'État profond, il y a État, quoi. Oui, c'est ça. Oui, on peut le dire comme ça. En tout cas, tout ça, il faut nettoyer. Il faut dépolitiser, il faut nettoyer, il faut virer, il faut engager d'autres gens et il faut les mettre sous contrôle et il faut pouvoir les faire obéir. Parce que c'est ça qui va être, à mon avis, le plus compliqué pour Trump. C'est pas tellement d'aller discuter avec un Poutine ou un Xi Jinping ou Dieu sait qui, ou Pézekian ou même Bibi Netanyahou. Bon, c'est surtout de se faire obéir. Au-delà des executive orders, au-delà des grandes déclarations martiales et un peu parce que pour le moment, on avait l'air de dire que ces nominations n'allaient pas forcément passer, mais en réalité, comme il a la majorité, il n'y a aucun problème. Si, pour l'instant, ça va passer, mais après, vous voyez, il faut non seulement qu'il ait des gens loyaux il y a beaucoup de problèmes. D'abord, il faut qu'il soit bien informé. Pour l'instant, il ne l'est pas. Sur un certain nombre de choses, et notamment sur l'Ukraine, c'est évident. Ou alors il fait semblant de ne pas l'être, ce qui est vraiment stupide dans l'état actuel du conflit et du rapport de force. Mais moi, je pense qu'il ne l'est pas. Parce qu'il y a des fondamentaux aussi auxquels il souscrit d'une certaine manière. C'est-à-dire il a du mal probablement à s'avouer la réalité de l'échec occidental, OTAN et États-Unis, vis-à-vis du projet anti-russe, anti-Russie, via l'Ukraine, qui est une vieille affaire, qui date en fait de la fin de la guerre froide au moins, et qui trouve son illustration, mais son illustration extrêmement malheureuse. C'est un échec, mais c'est un échec flagrant, c'est un échec, c'est dramatique. Et en plus, c'est un échec, c'est un discrédit politique, moral terrifiant. Donc il y a beaucoup de gens qui devraient avoir des comptes à rendre quand même. Ça, pour le moment, on a le sentiment que le discrédit moral, du côté occidental, il n'y a pas grand monde qui encore prend acte de cela. Non, parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont devoir rendre des comptes. Et ça, accountability aux États-Unis, ça va être nouveau aussi. Ça, s'il arrive à faire ça. Alors, il le fait par rapport à ses ennemis personnels, notamment par rapport à ceux qui l'ont enquiquiné pendant les 4 dernières années, jusqu'à son retour au pouvoir. Ceux-là, je pense qu'ils vont, dans la mesure du possible, passer un très mauvais quart d'heure. Mais en revanche, pour ce qu'a pu faire l'appareil américain, et il ne peut pas jeter tout, donc forcément, il est aussi tributaire d'un certain nombre de groupes de pression, d'un certain nombre de lobbies, il ne peut pas faire à supposer même qu'il ait une vision extrêmement intelligente de ce qu'il faudrait faire au Moyen-Orient et déjà en Europe avec l'Ukraine, il ne peut pas avoir cette marge de manœuvre optimale. Et toute la question, ça va être dans quelle mesure il va pouvoir augmenter un peu son oxygène. Pendant la campagne, Donald Trump avait dit, on s'en rappelle, qu'il ferait la paix en Ukraine en 24 heures en décrochant son téléphone pour appeler Vladimir Poutine. On se doutait bien que c'était un petit peu présomptueux de sa part. Aujourd'hui, on est plutôt sur une phase de 100 jours et tout porte à croire qu'il en faudra davantage. Ça, c'est très difficile à dire. C'est très, très difficile à dire. Il se dit qu'il pourrait y avoir des pourparlers, et peut-être même déjà en cours, entre Russes et Américains au Moyen-Orient. Il y a d'autres plans dont les premiers éléments fuitent, disant que dès la fin de ce mois, et en tout cas dès la fin de ce mois jusqu'au 9 mai, donc anniversaire de la Grande Guerre patriotique à Moscou, auquel Trump aurait été invité, il pourrait vraiment commencer à se structurer les termes d'un accord global. Mais de toute façon, un accord en Ukraine sera fait, à mon avis, et ça pose beaucoup de questions, ça va être un grand marchandage. Donc ça ne va pas être simplement le théâtre européen, ça va être le théâtre européen et le théâtre moyen-oriental, au moins, à minima. Et à table, qui sera assis ? Pardon ? Qui sera assis à cette table ? Les Russes, les Américains et les Chinois derrière. C'est pas nous qui allons nous asseoir où que ce soit. Nous, on est
c'est même pas entre deux chaises. On est voilà, on n'a rien compris. On est à contre-temps, à contre-emploi, à contresens. Et de toute façon, les États-Unis de Trump veulent, enfin lui, en tout cas, lui, ce qui l'intéresse, c'est des interlocuteurs et des États. Donc, effectivement, il va y avoir j'allais dire un rapatriement, en tout cas des consignes données par l'ancien État profond néocon de l'administration Biden vers les élites européennes, et nous sommes un bon exemple, notre pays malheureusement, à Bruxelles. Donc effectivement, il va y avoir cette espèce de découplage de plus en plus flagrant. Si on ne le comprend pas et si on n'est pas capable, notamment ici, de se servir de ce qui nous reste, de petits éléments de puissance. Mais ça demanderait une telle, si vous voulez, ça fait tellement longtemps que je dis ça, et ça fait tellement longtemps que c'est de pire en pire et qu'on ne prend jamais les bonnes décisions pour amorcer un sursaut, que j'ose à peine le dire. Oui, il faudrait qu'on draine aussi le marécage. Voilà, je pense qu'on va se planter, et je pense qu'il n'y a pas, malheureusement, de respect, d'estime ou de sympathie au sens premier du terme entre un Trump et notre président, par exemple. Voilà, donc Trump, il choisit quelques éléments, quelques chefs d'État, un Orban, un Fico, les États qui déjà assument une forme de souveraineté, même si elle est picrocheline à côté, évidemment, de la souveraineté américaine, mais voilà, qui comprennent ce jeu. On a le sentiment aussi finalement que Donald Trump et Zelensky, enfin Zelensky à sa mesure, cherchent un petit peu à peser. On a vu il y a quelque temps, à 2 reprises, il a pris la parole pour évoquer les fameux crédits américains qui devaient venir en Ukraine. Je vous propose qu'on le réécoute. Durant toute cette période de guerre, environ 177 milliards d'euros ont été votés ou bloqués pour l'Ukraine. 177 milliards. Soyons honnêtes, nous n'avons pas reçu la moitié de cet argent. Le second point très important pour vous donner un exemple, c'est la corruption. Bon, évidemment, on pourrait dire Volodymyr Zelensky, quand il parle de corruption, il sait de quoi il parle. Non mais c'est confondant. Je n'avais pas vu cet extrait-là. J'avais pas vu la corruption. J'avais vu l'histoire des 177 milliards. Il l'a redit depuis, mais il n'a pas rajouté le couplet sur la corruption. C'est bien mignon. Alors, le type, il a été embauché pour faire la guerre. Soyons clairs. Voilà, il est embauché par qui ? Mais par nous, par l'OTAN, par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par l'Europe qui suit comme un chien derrière. Donc, il a fait sa guerre, il l'a perdue. Nous l'avons inondé d'argent, d'armes, de soutien, de formation, d'entraînement, de tout. Okay ? Mais mathématiquement, ça ne pouvait pas se gagner. Sauf que ça, c'est notre raisonnement à nous. Nous sommes pétris de haine et de mépris pour la partie adverse. Et en fait, à cause de ça, on ne voit pas les grandes masses, on ne voit pas les fondamentaux, on ne voit pas les aspects culturels, on ne voit pas la résilience, on ne voit pas le nationalisme, on ne voit pas le patriotisme, on ne voit rien. Voilà. Bon. Donc, ce conflit était inégal et ne pouvait être gagné, à mon avis, dès le début. Mais lui, il s'est prêté au jeu. Donc, c'est bien mignon d'aller expliquer, mais enfin, on nous a promis 177 milliards, on nous en donne la moitié, du style, c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc... Mais ce qui explique cette rhétorique... Alors la corruption, il faut quand même savoir qu'entre un tiers, enfin un bon tiers, 40% facilement, de tout ce qui a été donné a juste disparu. Et notamment au plan des armements, des équipements, Alors justement, etc. oui, parce que cette corruption et ce détournement, il s'applique aussi aux armes. Mais bien sûr, mais absolument, mais on en trouve partout. On en trouve en Afrique, on en trouve au Moyen-Orient, les armes ukrainiennes. Vous savez, c'est... Enfin, du coup, c'est des armes occidentales. Oui, c'est des armes occidentales destinées à l'Ukraine, revendues, vendues. Ils s'en mettent tous plein les poches. De toute façon, l'Ukraine, avant même ce conflit, et bien avant même ce conflit, était un des États déjà les plus corrompus de l'Europe. Moi-même, j'y suis allée au début des années 2000. Je me souviens très bien de m'être trouvée à Donetsk, sur le toit d'une usine, une grosse usine, grosse installation industrielle de gaz, avec les grands robinets, les grands trucs.
Et les types qui nous parlaient, qui nous présentaient leurs responsabilités, ils respiraient c'est tout juste pour nous parler, ils ne nous demandaient pas de l'argent, si vous voulez. Nous, on était là en mission d'information. C'était peut-être des guides ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la version ukrainienne. Oui. Donc, on est dans un État extrêmement corrompu, et je trouve scandaleux qu'il ose faire ça, qu'il ose parler comme ça. Mais encore une fois, on est dans la version accusatoire, et de toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Donc maintenant, il explique, en gros, on ne m'a pas donné ce qu'on m'avait promis. Et deuxièmement, vraiment, il y a un problème de corruption dans ce pays que Incroyable. Je dirige, qui est... On a vu également, alors lunaire, Donald Trump a également commencé à poser ses conditions, puisqu'il a évoqué un arrêt du financement de la guerre en Ukraine par les États-Unis, au moins pour un moment, et il a commencé à revenir un peu sur ses propos en disant peut-être que si on avait accès priorisé sur les terres rares, on pourrait remettre un peu au pot. Mais il est en train de poser les jalons d'un dialogue avec les Russes. C'est-à-dire, il se rend bien compte qu'il va y avoir des concessions considérables à faire de son côté. C'est-à-dire déjà reconnaître le réel, reconnaître les conquêtes territoriales russes. Le problème, c'est que les terres rares, elles sont souvent à l'Est. Elles sont à l'Est, mais les terres rares, elles peuvent être vendues, elles peuvent être... voilà, c'est comme pas... le gaz. Comme le gaz, comme le lithium du Donbass, comme un certain nombre de choses. Donc, il est en train de chercher, en fait, des éléments de deal, parce que le deal ne va pas se faire juste sur l'arrêt des combats, une force dont il se dit que ça pourrait être des Britanniques qui l'armeraient. Je laisse, si c'est ça l'idée américaine, d'aller proposer les Britanniques, qui sont quand même les pires dans cette affaire, qui sont à la manœuvre de tout, notamment de la surenchère permanente vis-à-vis des Russes. Et on se rappelle de l'intervention de Boris Johnson pour empêcher la paix dès le départ. Bon, voilà, ça c'est ce qui s'est vu. Mais depuis, je veux dire, il y a des brides partout. Hein, ils ont littéralement Odessa sous leur contrôle. Donc, si on s'imagine que ça va mettre Poutine dans de bonnes dispositions de proposer une force avec des Britanniques, je crains qu'on se trompe. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui vont être faites, mais en tout cas, les Américains cherchent des éléments possibles pour dealer à un moment donné. Pas seulement sur on arrête le feu, l'Ukraine redevient neutre. Alors après, il y a un autre aspect qui est important, et là, à mon avis, on va tout perdre, comme d'habitude, c'est-à-dire la reconstruction ukrainienne. Moi, je suis sûre qu'à la fin, c'est l'Europe qui va payer, qui va passer à la caisse. Et ensuite, il y a la question... Pour payer BlackRock, alors de fait. De fait. Non, enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est pas l'Amérique qui va reconstruire. Ou alors, si des entreprises américaines auront les chantiers de reconstruction. Mais le financement sera, à mon avis, majoritairement européen, sur le thème, il faut quand même sauver l'Ukraine, elle ne peut plus entrer dans l'OTAN, c'est clair, c'est net, il faut le comprendre, mais elle va entrer dans l'Europe, dans l'Union européenne, et ce qui pose d'autres problèmes, et là aussi, il faut arrêter de prendre les Russes pour des lapins de 6 semaines. Hein. On sait très bien, quand vous entrez dans l'Union européenne, tous les membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, ont un devoir d'assistance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière d'avoir la garantie collective, de la défense collective, même partielle, de l'OTAN quand on est membre de l'UE. Donc, it's a trick. Donc ça, les Russes ont compris. Donc tout ça, ça va devoir se discuter. Eux, pour l'instant, ils avancent militairement. Ils vont se mettre, à mon avis, en situation, si on continue à attendre, à différer, de pouvoir renoncer à certaines choses auxquelles ils ne tiennent pas forcément, mais qui sont pour nous, enfin du côté occidental, très importantes. Je pense à Odessa, je pense à Kharkov, je pense à... Voilà. Mais ils vont se mettre en situation de... Oui, plus ils avancent, voilà. Plus ils auront une marge de négociation facile. C'est ça. Donc la corbeille de la mariée ukrainienne, ça va être quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin.
Alors cette semaine, on a vu un autre élément très important. On sait qu'Elon Musk a une importance aux côtés de Donald Trump. Il a multiplié les déclarations quant à une agence qu'en France, peu de personnes connaissaient, l'USAID ou l'USAID, qui s'appelle l'Agence américaine pour le développement international. Elle est implantée dans quelques 120 pays. C'est 1000 employés qui sont actuellement au chômage, puisque il a été annoncé que le financement de l'USAID était arrêté par Donald Trump, alors au moins pour un temps. Oui. Comment vous voyez ça ? Alors, USAID, c'est effectivement une agence. C'est une agence qui coordonne, qui travaille avec le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, et qui coordonne tout le maillage des ONG américaines et partenaires, worldwide, dans le monde entier, pour mener les programmes, alors d'aide bien sûr humanitaire, mais qui sont en fait des programmes d'influence, qui sont des programmes d'emprise, qui peuvent être des programmes de déstabilisation politique échelon avancé. Certains disent de régime change, de changement de régime. C'est un élément très important du dispositif américain. Et USAID, ça coordonne et ça dispatche, ça distribue l'argent, voilà. Et ça contrôle aussi, bien sûr. Donc, que fait Donald Trump en suspendant, si j'ai bien compris, pour quelques mois déjà, l'argent donné à USAID, et donc qu'elle ne pourra plus redistribuer, c'est une manière d'assécher l'activité d'un certain nombre de réseaux, de gens dont il considère qu'ils sont ses adversaires dans l'établissement ou dans le changement de certaines politiques, et certainement en Ukraine, ça c'est évident, mais aussi à d'autres endroits. Alors ces gens, c'est quoi ? C'est encore une fois les néoconservateurs ? Ben oui, c'est l'État profond, mais il y en a plein le département d'État, il y en a plein la CIA, il y en a plein le FBI, il y en a plein, il y en a partout. Je ne parle même pas de l'appareil militaire stricto sensu et du Pentagone, bien sûr. Donc, il faut les empêcher d'agir, tous ces gens. Parce que lui, il a peut-être l'idée, j'espère, d'arrêter les fournitures d'armes à l'Ukraine, etc. Mais il y a encore des queues de crédit. Il y a les dernières allocations de Biden qui ont été données. Tout ça, ça continue à arriver. Donc, ça permet à l'Ukraine de continuer à mourir à petit feu, mais... à faire comme encore si elle pouvait... Bourreau, quoi. Oui, c'est ça, oui, à raison de entre 1000 et 1500 Ukrainiens, soldats morts par jour. Je ne sais pas si on se rend compte de ce à quoi nous prêtons la main, en fait, depuis 3 ans. Voilà. C'est une vingtaine d'Airbus, quoi, tous les jours. Oui, enfin, je ne sais pas, là, vous calculez trop vite pour moi, mais c'est affreux. Humainement, c'est insupportable. Pourquoi faire ? Juste pour se gargariser de notre capacité à affaiblir la Russie, ou pour ne pas avouer qu'on s'est planté, ou pour ne pas... Donc on continue à pousser les Zelensky et toute sa clique, là, au lieu de les mettre de côté et de trouver des interlocuteurs un peu plus sérieux pour représenter l'Ukraine dans un accord. Parce que là aussi, c'est un mensonge patent. Enfin, on fait comme si Volodymyr Zelensky avait voix au chapitre. Mais il a voix à rien du tout, Volodymyr Zelensky. Il faut quand même se réveiller, quoi. On en a fait un acteur autonome de cette affaire, mais c'est pas vrai. Il est là pour ses maîtres d'œuvre, il est là pour ses donneurs d'ordre. Ce qui est amusant justement à ce sujet, c'est qu'on a vu récemment, il s'est dit favorable finalement à des discussions avec Vladimir Poutine, mais il a dit qu'il devait y avoir aussi une chaise réservée à l'Europe, et ça s'inscrit parfaitement dans tout ce que vous venez d'expliquer depuis le début, c'est que globalement tout va se rétrocéder à l'UE. Ah ben bien sûr, non, mais lui, avant il n'était rien. Sans Washington, Biden, Blinken, Sullivan, enfin tout ce truc-là, toute cette équipe, cette fine équipe, à la fois malfaisante, ignorante, arrogante et déterminée. Mais maintenant, effectivement, il perd le pied du tabouret de l'administration américaine, puisque ça change et que Trump voit bien à qui il a affaire, Donc il se rabat
sur les Européens qui sont sa dernière garde, quoi, sa dernière... Mais lui, il n'est rien. Lui, on peut avec tout l'argent qu'il a en plus, qu'on lui a donné depuis toutes ces années, il devrait prendre une retraite bien méritée. Je pense qu'il faudra des mesures d'amnistie, de toute façon. Oui, dans les négociations. Voilà. De tous les côtés. On a expliqué depuis le début du conflit ouvert, j'allais dire, en Ukraine, qu'il y avait un affrontement des narratifs. Et toujours dans cette lignée de l'USAID, Wikileaks, l'agence de Julian Assange, a révélé que l'USAID contribuait à financer au moins 6200 journalistes, 707 médias, 279 ONG médiatiques, dont une grande proportion se trouvait bien sûr en Ukraine. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'ingérence en ce moment, mais on ne parle pas de celle-ci. Ah non, mais comment, Élise, voyons. Non, il y a des choses dont on ne parle pas parce que ce n'est pas de l'ingérence, c'est en fait... C'est de l'accompagnement. Mais c'est ça, c'est du conseil, c'est... Non, c'est quelque chose de tout à fait légitime par définition, puisque ça vient du bon côté et que nous sommes forcément du bon côté et collés, serrés avec notre... c'est même pas un père, c'est même pas un... Voilà, c'est fusionnel. Nous, de toute façon, on ne comprend pas, les Européens n'ont rien compris, en fait... à la réalité de la divergence des intérêts entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire on croit toujours que ce qui est bon pour les Américains est bon pour nous, qu'on doit se laisser faire parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux, qu'on ne doit absolument pas regarder l'autre partie, toute la partie eurasiatique quand même, du continent auquel nous appartenons. Parce que voilà, c'est le mal incarné qui se trouve là-bas. Donc on est dans un déni de la réalité de la guerre économique, de la guerre idéologique aussi, de la guerre et de la guerre sociologique. Et c'est évidemment de la guerre énergétique, parce que là c'est clair maintenant, 3 ans plus tard, on est passé sous une nouvelle vassalisation qui va nous coûter quand même, et qui nous coûte d'ores et déjà 3-4 fois plus cher que la russe. Donc on se tire des balles dans le pied, enfin c'est même plus des balles, c'est des rafales et on adore ça, Voilà. Alors, je parlais là des médias qui étaient financés par l'USAID. Il y a évidemment plein d'autres organismes. Je pense notamment à l'Atlantic Council. Et on a quand même un ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, qui en est issu, qui était un formateur de cet organisme. On se dit que, bon, pour l'indépendance, là, maintenant, vraiment, tout est perdu, quoi, de notre côté, aussi bien en France qu'au niveau européen. Mais ça fait longtemps qu'on a... Vous savez, l'infiltration, elle est ancienne, elle est ancienne. Le ciblage américain de toutes les élites dans tous les domaines, j'en ai fait l'objet moi aussi. Je veux dire, quand j'étais, il y a longtemps déjà maintenant, mais voilà, c'est une vraie politique. C'est une vraie politique. Le maillage, la séduction en fait. La séduction d'un certain nombre de gens. Alors, on ne les séduit pas tous par les mêmes moyens. Soit c'est l'argent, soit c'est les postes, soit c'est les carrières météoritiques, soit on attend qu'ils atteignent une position et puis on leur rappelle que quand même, ils ont fait des beaux voyages aux États-Unis avec l'Amérique. C'est quand même quelque chose. Voilà, tout est fait. Donc oui, effectivement, nous, au plus haut sommet de nos structures d'État, nous avons des gens qui, effectivement, sont naturellement, mais c'est pas seulement de l'intérêt, c'est de la conviction. Et ça, c'est presque plus grave. C'est presque plus grave parce que c'est indécrottable. C'est-à-dire, ils sont aveugles, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ça ne veut pas dire les intérêts qui servent, tout simplement. Ils comprennent les intérêts qui servent. Oui, mais alors moi, j'ai un peu de mal avec la servilité. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on peut être content d'être servile. C'est un vrai sujet quand même, non ? Il y en a qui vivent bien, visiblement. Mais il y en a beaucoup qui le vivent très bien. Moi, mais c'est structurel, hein, on ne se refait pas. Mais comment peut-on accepter d'être à ce point sous le joug et de trouver ça génial et de trouver que... Et donc, la défausse, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le discours français, la défausse européiste, la défausse européenne permanente, c'est-à-dire de dire mais la France ne peut rien toute seule, la France est trop petite, la France est trop faible,
La France c'est même plus une puissance moyenne, c'est un petit truc. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup d'énergie à ce que ça devienne exact. Hein. Donc parallèlement, on démonte tout, on déboulotte tout. Bon, après on dit il reste plus grand-chose. Bon, c'est très bien. Et donc on ne peut rien sans l'Europe. Mais ça, c'est un mensonge encore plus colossal. Par exemple, tout ce discours actuel, moi je suis désolée, sur l'Europe doit devenir forte en matière de défense, l'Europe doit comprendre qu'elle doit se défendre désormais d'un côté comme de l'autre. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des nations fortes en Europe, pas d'avoir une espèce de superstructure avec un fric, avec des intérêts divergents, avec des intérêts complètement divergents et en fait un affaiblissement concret des nations. Donc moi, je suis désolée, on n'aura jamais un acteur politique européen sérieux, conséquent, lourd, enfin, qui existe, tant qu'on considérera que pour avoir ça, il faut détruire les forces vives internes de cet ensemble. C'est pas le gloubi-boulga européen, ça produit rien, ça produit pas de la puissance, ça produit pas de l'influence. On fait ça depuis des décennies, on n'arrive pas, l'échec est devant nous. Ça ne veut pas dire que le marché européen n'est pas important, ça ne veut pas dire que l'Europe ne fait rien de bien et qu'il faut là encore tout casser, tout péter, sortir de tout. Bon, non. Mais il faut arrêter de se payer de mots et de faire semblant de sauver la France en misant sans arrêt sur cette utopie européenne qui passe en fait par notre engloutissement. En tout cas dans l'esprit de nos dirigeants. Comment si on devait se faire une séance de méthode Coué, j'allais dire, avec quoi on pourrait se gargariser d'espoir au sein de l'Union européenne aujourd'hui? C'est avec le Slovaque qui résiste, Robert Fico, qui a quand même fait l'objet d'une tentative d'assassinat, pardon. On rappelle que Trump aussi, c'est 4. Orban qui a essayé de faire avancer la paix quand il était président du Conseil, de la présidence tournante des ministres européens. C'est ça l'espoir pour nous, Mélanie? Oui, alors Mélanie, c'est un autre sujet, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie, c'est le pays de l'UE qui a le plus de bases américaines. Donc, Mélanie, avant d'être présidente du Conseil italien, enfin première ministre italienne, elle est quand même allée demander l'adoubement à Washington. C'est pas voilà. Mais en même temps, elle est maline. Elle est maline. Et elle joue pragmatique. Et ce qui est fou, c'est de voir que nous, aujourd'hui, on nous compare aux Italiens. On nous explique qu'on est encore moins bon que les Italiens, si vous voulez. Donc l'Italie tire très très bien son épingle du jeu et enfin partout, à la fois sur les questions ukrainiennes et vis-à-vis de la Russie, parce que ils ont là aussi des manières d'envoyer un certain nombre de gens. Enfin, ils sont beaucoup moins idéologues. Voilà. Oui, c'est sur la partie sociétale, Mélanie est plus en accord avec les valeurs de la Russie. Ça c'est vrai. Après, on peut imaginer que Moscou n'a pas trouvé que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris était à son goût. C'est sûr. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Ah non, c'était terrifiant. Et c'était terrifiant pour beaucoup de gens. Mais je pense que les Russes, comme les Américains d'ailleurs, en fait, traitent maintenant avec des individualités, avec des personnalités, avec des forces politiques montantes qui, si on voue aux gémonies parce que on nous explique que c'est extrême droite, que c'est ci, que c'est ça, que c'est d'horrible populisme. En fait, c'est juste des gens... alors, il y a leurs excès, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Mais c'est juste des gens qui se sont souvenus qu'à un moment donné, il fallait quand même que les hommes politiques aient un vague lien de représentativité avec leur électorat. Voilà. Et quand vous écoutez un Orban vous expliquer le fond de son attitude politique, en fait, moi, je m'occupe juste des intérêts de mon peuple. Truc tout bête, tout con, j'allais dire. Voilà. Et je pense que les grands animaux, genre Poutine, genre Trump, genre Xi Jinping, genre même un Erdogan, genre... Tout cela, ils se comprennent, bien sûr. Les puissances ne sont pas
comparables, les moyens de pression non plus. Enfin voilà, chacun joue dans sa ligue, mais ils ont en commun d'avoir cette manière de concevoir les relations autrement que par d'énormes structures. Pour revenir aux accords bilatéraux, trilatéraux, voilà, etc. Voilà. Et ça va être la tendance. Hein. Ça va être la tendance. Et d'ailleurs, il y en a dans tous les sens, sans arrêt. Alors, l'approche russe est encore plus intelligente, c'est-à-dire dans les zones de conflit, l'approche diplomatique russe maintenant, c'est des approches 3, plus 2, plus 2, plus 1, plus machin, pour essayer de faire en sorte que personne ne puisse repasser sous une maîtrise extérieure sans déstabiliser tout un ensemble et que tous les autres lui tombent dessus en disant bon. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec l'Arménie, avec la Géorgie notamment, qui sont en but clairement à des tentatives de déstabilisation à notre main, enfin de notre côté, parce qu'elles ne réagissent pas. Enfin, les populations et certains partis au pouvoir ou certains candidats dans le cas roumain, sont en fait des candidats du peuple. Et les candidats du peuple, ils ont du bon sens. Ils se rendent bien compte qu'il y a une guerre, ils n'ont pas envie d'être le prochain proxy, personne n'a envie d'être la prochaine Ukraine, hein, ni même Taïwan n'a envie d'être la prochaine Ukraine d'ailleurs, donc ils ont envie qu'on calme le jeu, ils ont envie qu'on trouve un compromis, ils ont envie qu'on fasse autre chose que du jeu à somme nulle à l'américaine version impériale. Ça marchera plus. Il y a encore une grosse question qui se pose aussi pour l'Union européenne, c'est évidemment la question de la guerre économique. On a vu que Donald Trump avait tenu des propos très véhéments à l'égard de l'Europe. Je vous propose qu'on l'écoute. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. Alors, on savait que Donald Trump avait dit qu'il allait arrêter cette habitude des États-Unis d'aller faire la guerre partout dans le monde. En revanche, la guerre économique, il ne s'est jamais prononcé et visiblement, c'est plutôt bien parti pour l'Europe. Oui, mais bon, d'abord, il exagère un peu, hein, parce que produit l'Amérique à part des services, du LNG hors de prix, l'industrie américaine... il y a McKinsey quand même, on pourrait plus faire venir McKinsey. C'est ça. Bon, les voitures américaines, là, c'est pas trop... C'est pas le bon modèle, c'est pas le bon gabarit, en fait, pour nos marchés. Donc, c'est bien gentil de dire oui, l'Europe nous traite mal. Enfin bon, ça, franchement, là, c'est le côté Calimero... qui passe pas très bien. Non, ça va pas. Non, il porte très mal la coquille, donc faut qu'il arrête. Voilà. Donc oui, il va y avoir une guerre commerciale. Ce qui est intéressant et ce qu'on croit voir, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il va plus vers l'idée d'une guerre des droits de douane qu'une guerre des sanctions. Et ça peut aussi, dans les domaines qui me préoccupent, avoir un bon effet. C'est-à-dire, on peut peut-être sortir d'un certain nombre. Alors, il peut en réimposer, etc. Mais je pense qu'il a compris que ça avait fait beaucoup, beaucoup de mal, finalement, au dollar. Hein ? C'est-à-dire que le dollar n'étant plus cet instrument de protection, de développement, etc., qu'il a été pendant des décennies, mais en fait, ça devient un instrument de pur contrôle, de pression radicale, sans contre-feu possible de la part de la puissance sanctionnée. Bon, eh bien, ça a donné du grain à moudre et du fuel, en fait, à tous les projets alternatifs au dollar. Donc ça, d'ailleurs, il l'a dit dès le début, là, les BRICS, il a menacé carrément tous les pays candidats, tous les pays BRICS et tous les pays candidats à l'entrée dans le groupe des BRICS, en disant si vous prend l'idée de contourner le dollar, vous m'aurez en face de vous. Donc oui, il va y avoir une tension en fait, voilà, beaucoup plus forte.
du rapport de force, y compris à l'intérieur de ce pôle occidental qui est manifestement en découplage. Donc lui, il va essayer de reprendre le contrôle comme ça. Alors, j'ai envie de dire, c'est la minute sourire. On va à présent écouter le général Yakovlev, qui a observé justement les propos de Donald Trump. Je suis scandalisé et écœuré par le fait que Trump fait la guerre à ses amis. C'est papouille et compagnie pour tous les dictateurs et pour ses amis, le Canada et le Mexique, et nous, les Européens, ils nous traitent comme ça. C'est indigne, voilà, c'est indigne. Ça fait 25 ans que l'Union européenne, tous les pays d'Europe, sont les victimes de la soi-disant justice américaine qui nous mène une guerre économique contre nos entreprises, sans vergogne, qui nous raquette, sans jamais passer par le tribunal. Donc je parle de sanctions administratives et Trump vient nous faire la leçon alors que nous sommes les victimes d'une prédation américaine. Vous dites prédation américaine. C'est une prédation. Des mots très durs. Oui. Prédation américaine. Oui. Alors on a l'impression que là, le général Michel Yakovlev a fait une mauvaise descente, quoi. Il arrive au monde. Il arrive, voilà, il découvre l'eau chaude, c'est formidable. Il est en pleine crise schizophrénique, littéralement, hein, parce que c'est quand même très dur. Voilà un homme qui nous explique que nous devons ramper, nous devons nous coucher, nous devons nous offrir, littéralement aux États-Unis, à l'Alliance Atlantique, qui a fait sa carrière et, je dirais pas sa fortune, mais qui a fait, en tout cas, voilà, qui l'a bien nourri. Ce qu'il est, malheureusement. Donc, à côté, après avoir fait ça pendant 3 ans, après avoir raconté des mensonges, mais gros comme lui, hein, bon, gros comme lui, avec ce côté ravi de la crèche permanent, en train d'expliquer que la Russie est morte, qu'il faut armer l'Ukraine, qu'il faut faire la guerre à la Russie s'il le faut, qu'il faut envoyer l'OTAN. Je veux dire, cet homme est un va-t-en-guerre et en termes d'indignité, je trouve qu'il se pose là, celui-là aussi. Mais c'est toujours la même chose, voilà. Il est indigne, mais lui, il parle d'indignité. Donc, et là, il découvre la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Mon Dieu! En plus, avec une contradiction totale dans ses propos, parce qu'il découvre Trump qui fait la guerre commerciale, mais il explique que ça fait 20 ans qu'il y a des sanctions économiques. Oui, absolument. Donc, en plus, c'est d'une confusion totale. Absolument. Non, mais c'est... Voilà, c'est comment occuper le terrain, comment LCI peut encore inviter des gens comme ça. Moi, je ne sais pas. Mais ils en ont plusieurs. Hein. Moi, ça m'échappe. Oui, mais enfin, là, on est en février 2025. Il s'est quand même passé 2-3 trucs. Il serait temps de se réveiller. C'est très grave qu'on ait des médias de ce niveau, en fait, maintenant. Voilà, ça devient trop lourd. Enfin, moi, je ne peux plus regarder. De toute façon, moi, je ne regarde plus. Vous n'êtes pas la seule, je crois. Voilà, je ne peux plus. Il y a également évidemment un point qui a considérablement marqué les esprits cette semaine, c'est la déclaration de Trump, cette fois non pas sur l'Europe, cette fois non pas sur l'UCED, mais sur ses plans pour Gaza, la bande de Gaza, donc ce territoire palestinien avec Israël autour. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Je vois une prise de contrôle à long terme de la bande de Gaza. Je vois ce que cela peut apporter comme stabilité à cette partie du Moyen-Orient, peut-être à tout le Moyen-Orient. Tous ceux à qui j'en ai parlé aiment l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose de magnifique. Je ne veux pas faire de l'esprit ou faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Bon, alors, prendre le contrôle de Gaza, transformer ce territoire en sorte de Côte d'Azur moyenne-orientale. La Maison-Blanche a quand même déjà un peu reculé sur ces points-là. Pour vous, c'est quoi le plan ? Le plan, c'est le gaz. Le plan, c'est ce qu'il y a au-delà des rives de l'enclave. Le plan, c'est aussi sans doute de coincer Netanyahou comme ça. Parce que si les États-Unis reprenaient en main tout ça, et d'ailleurs, on voit Netanyahou qui... on ne sait pas très bien... Oui, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il est ravi et il y a ceux qui disent qu'il découvre. Je
Pas sûr qu'ils soient si ravis que cela. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette déclaration, ce qu'ils se sont dit avant, ou est-ce qu'il a juste... c'est juste Donald Trump imprévisible qui est parti dans son envolée. C'est évidemment humainement et politiquement monstrueux de dire ça. Hein. Quand on voit ce qui a été fait à Gaza depuis bientôt 1 an et demi, hein, quand on sait qu'il y a quand même encore 2 millions de personnes accessoirement. Donc je ne sais pas, c'est pour eux qu'on va faire la Côte d'Azur. Les Gazaouis reviennent d'ailleurs. Hein. Oui, mais ils reviennent, mais ils reviennent dans des ruines. C'est même pas des ruines, il n'y a plus rien. Donc je pense que c'est aussi une façon, peut-être, de remettre à plat, enfin de permettre une discussion un peu différente sur la question palestinienne, parce que Trump, il ne faut pas oublier, il a toujours le même problème, alors peut-être pour les entreprises américaines ou américano-israéliennes d'ailleurs, dans des accords d'aller exploiter les richesses offshore de Gaza, mais il y a aussi au-delà toute l'histoire des accords d'Abraham. Il ne faut pas oublier que c'est ça qu'il a en tête. Hein. Abraham 2.0. Et pour ça, il a besoin des Saoudiens. Et pour avoir les Saoudiens, il va falloir faire quelque chose sur la question palestinienne. On n'a pas entendu l'Arabie Saoudite, sauf erreur de ma part, hein, d'ailleurs, réagir à cette proposition de Donald Trump. Non. Pour l'instant, non. Pas de réaction, mais il y en a certainement. Ça peut paraître quand même paradoxal. On a un président américain qui dit qu'il faut arrêter de faire la guerre un peu partout, il faut arrêter d'envoyer des soldats américains partout, et concrètement, il veut envoyer des soldats américains sur Gaza. Non, pour reprendre le contrôle. Non, mais si ça se faisait comme ça, ce sera pas reprendre le contrôle contre la population gazaoui. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la population gazaoui ? Les Gazaouis, ils ont déjà la réponse. Ils restent chez eux, ils sont là et ils n'ont pas l'intention de s'en aller. Les Jordaniens, les Égyptiens n'ont pas l'intention de les accueillir, quel que soit le chèque qu'on veut leur faire en échange. À ce stade, voilà. Donc il va bien falloir travailler cette question. Netanyahou, lui, sa guerre contre le Hamas, il l'a perdue. Voilà. Il faut quand même, au-delà de tout ce qui est raconté sur le thème Israël, parce qu'il faut se souvenir des buts de guerre initiaux affirmés. C'est-à-dire, on va décapiter le Hamas, on va écraser la résistance, on va tous les tuer, Quand vous regardez les cérémonies de libération d'otages et ce qu'il y avait autour, vous vous dites que c'est pas totalement terminé le Hamas à Gaza, hein, très très loin de là. Donc il y a un échec militaire, sans parler du poids sur l'armée israélienne, sur l'économie israélienne. Il y a un échec militaire de cette guerre. Donc, la seule victoire de Netanyahou, c'est que pendant ce temps-là, ses poursuites judiciaires se sont arrêtées. Justement. Donc lui, son idée, c'est de continuer. C'est de continuer. Surtout que son épouse vient d'être associée au dossier maintenant, donc... C'est des couples, voilà. Donc, son idée, c'est de continuer, et Trump doit l'empêcher de continuer, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut trouver une solution. Alors, c'est très, très indécent et très choquant, mais il avait fait déjà d'autres déclarations, Trump, au tout début, au moment de sa prise de pouvoir, où il avait dit, oui, il faut... Enfin, c'était vraiment, on avait l'impression qu'il allait construire Disneyland, le Club Med. La déportation des populations palestiniennes. Enfin bon, ça lui semblait pas un sujet particulier. Là, il traite la chose en apparence d'une manière plus... Enfin, il explique qu'il va reloger, finalement, qu'il va peut-être... c'est pas forcément pour des populations israéliennes ou venant de je ne sais où qu'il va faire ce qu'il veut faire à Gaza. C'est peut-être... voilà. Mais à ce stade, c'est tellement confus. Il faudrait savoir avec quel argent, peut-être avec de l'argent saoudien d'ailleurs, peut-être avec de l'argent saoudien. Donc il faut voir, et ça je ne le sais pas, quel est l'état des pourparlers actuels entre MBS et lui, ou entre leurs équipes, parce qu'il y en a. Voilà, ça va être quelque chose d'assez grand, si ça se fait. Si ça se fait. Je vous propose qu'on écoute Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, justement, qui réagissait aux propos de Donald Trump.
C'est une diplomatie du choc qui vise justement à créer cette sidération, qui vise à semer le trouble. Et puis il teste les rapports de force, il voit comment chacun réagit. On voit bien que le logiciel diplomatique américain est complètement brouillé. Contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message? Carte blanche, feu vert. Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'après cette séquence, le droit international ne va pas sortir grandi. Ah non, mais le droit international, il y a longtemps qu'il est en très mauvaise posture. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui fait l'attractivité du discours russe notamment, et du discours chinois aussi, sur le thème reprenons la Charte des Nations Unies, reprenons les principes fondateurs, mais tous. Pour en finir avec le double standard permanent. Pour en finir avec le double standard, pour en finir avec l'interprétation partielle et partiale des principes de la Charte, que ce soit ceux de sa création, que ce soit les principes de 1970. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses à discuter. Et ça fait le jeu, en fait, des Russes et des Chinois. Effectivement, ce que fait l'Occident et ce que continue à faire l'Occident. Après, ce que je n'ai pas compris, c'est ce qu'il a dit à la fin. Pour les Russes et les Chinois, c'est carte blanche et feu vert, c'est-à-dire... J'ai pas bien compris. Il doit expliquer que finalement, si les Occidentaux ne respectent pas le droit international, ça incite les autres à ne pas le faire. Et donc, ça les conforte dans le fait qu'ils ne le fassent pas. Puisque de son point de vue, visiblement, Russes et Chinois ne respectent pas le droit international. Je pense que Russes et Chinois respectent beaucoup plus le droit international que nous. Hein. Ça... J'aimerais bien qu'il me donne des exemples, parce que, alors on va parler de la Russie, mais enfin nous on peut parler du Kosovo, j'y étais, on peut parler de l'Irak, on peut parler de tous les conflits. Alors, justement c'est paradoxal, parce qu'il parle de l'Irak, il parle de l'Afghanistan, et j'aimerais me servir de ces propos pour passer à un autre point qui me semble crucial, puisqu'on a évoqué depuis tout à l'heure cette espèce de glissement de Washington jusqu'à Bruxelles, et Paris de cette tendance néoconservatrice. On voit que Emmanuel Macron a décidé cette semaine de décrocher son téléphone pour appeler son nouvel homologue syrien, celui qui a donc renversé Bachar el-Assad. Il s'appelait Abou Mohamed al-Joulani. Maintenant, on l'a changé de nom. Hein. Il s'appelle Ahmed el-Shara. Il était le patron de la milice Hayat Tahrir al-Sham. Il a un palmarès assez remarquable, puisqu'il est passé par Al-Qaïda, il est passé par l'État islamique. Et Emmanuel Macron l'a donc invité à Paris. Il pourra revenir sur les lieux du crime, puisque toutes ces organisations auxquelles il a appartenu ne sont pas très loin du sang qui a été versé dans les rues de Paris avec les attentats. Absolument. Alors là, on passe effectivement, en matière de politique étrangère, du déni de réalité complet au cynisme et au pragmatisme le plus total. C'est-à-dire qu'après avoir tout raté en Syrie, depuis des années, après avoir refusé, au moment où un certain nombre, notamment en 2022-2023, de pays réouvraient des ambassades, renvoyaient des gens, des émissaires, des représentants. Nous, on ne faisait rien. Après avoir eu un espèce de trou noir dans le renseignement du fait de la rupture des relations avec l'État syrien et Bachar el-Assad, maintenant, on en est à inviter les coupeurs de tête. On se rappelle que Manuel Valls avait refusé les fichiers de terrorisme potentiels qui sont ensuite passés à l'acte en France, alors que l'avait proposé Bachar el-Assad et son administration. Non, mais ça... Voilà. On est en train d'inviter un homme qui, comme vous l'avez dit, a un pédigré extrêmement sanguinolent. Alors, il est modéré maintenant. Oui, mais moi, ça me rappelle toujours tous ces changements de portage là, tellement subis et tellement cosmétiques. Ça me rappelle toujours l'été 1998 au Kosovo et dans la zone des Balkans.
où nous avions donc, on cherchait une manière en fait de lancer la guerre contre la Serbie. Les Serbes et les Kosovars, hein, dans la province serbe, les Kosovos, se battaient, bon. Et il y avait une organisation terroriste pour le département d'État, terroriste pour le FBI, terroriste pour le monde entier, qui s'appelait l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Bon. Et qui était dirigée par un homme qui s'appelait Hashim Thaçi, qu'on appelait le serpent. Il portait bien son nom, je peux vous le dire. Il avait juste bien une mauvaise son nom, réputation. Voilà. Non, oui. Bon, enfin bref, voilà. Et à l'été 98, que se passe-t-il ? Un envoyé américain fait une grande tournée en août dans la zone et rencontre le bel Hachem. Et en 3 mois, l'UÇK est devenu l'interlocuteur privilégié, sorti de tous les fichiers noirs, sorti de tout. Bon, on a commencé à leur donner du fric, des armes, tout ce qu'il fallait. C'est devenu l'homme, c'est devenu le Jolani Mohamed El Shara. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il est venu à l'Élysée. Il n'a pas changé de nom, hein. Thaçi, il est resté Thaçi. Non, mais il est venu à l'Élysée tel quel. Hein, oui, à l'Élysée, on peut y aller comme on est, hein, oui. d'ailleurs. Voilà, donc c'est très impressionnant. C'est-à-dire, il suffit qu'on décide à un moment donné qu'il nous faut un interlocuteur, que ce sera celui-là, parce que celui-là, on peut le contrôler. Celui-là, il a besoin d'un certain nombre de choses. Et c'est clair que Jolani, il a besoin d'abord de beaucoup d'argent pour reconstruire. Il a besoin que les sanctions soient levées. Il a besoin que les Turcs, les Israéliens, les Américains, etc., parce que là, il contrôle un tiers, hein, à peu près, c'est tout, de la Syrie. Le reste, c'est les autres. Hein. Et le pillage du pétrole syrien se poursuit, et enfin voilà, tout se poursuit, et les sanctions se poursuivent. Donc, il est en demande, il est très malin, manifestement, et donc voilà la France qui considère qu'il est légitime de le rencontrer. Alors, moi, je vous dirais... si on est froid et pragmatique, ça n'est pas forcément idiot. Mais le problème, c'est ce que vous avez évoqué dans votre description, c'est qu'il y a quand même un lien assez direct, et il serait temps de le faire, entre Al-Qaïda, l'État islamique, tous ces gens que nous avons très largement en Occident, les Américains les premiers, les Britanniques les seconds, et les Européens derrière, à la hauteur de leurs moyens, aider à émerger. Nous les avons créés, tous ces gens. On se rappelle de Laurent Fabius et Al-Nosra fait du bon boulot. Mais bien sûr, mais ça date effectivement des années 70, ça date de l'Afghanistan, ça date des débuts de l'instrumentalisation de l'islamisme au nom de l'antisoviétisme. Ça date de ça, tout ça. Tout ça a commencé là. Alors après, ça s'est fait avec l'entraînement, le soutien américain et l'argent saoudien pendant très longtemps. Et puis, à partir des printemps arabes, n'est-ce pas, et de donc la vague de régime change qu'on a tenté au Moyen-Orient, après l'avoir tenté dans le Caucase Sud, après l'avoir tenté en Ukraine, ça a donné effectivement de grandes inspirations pour un certain nombre de gens qui ont fait beaucoup de morts chez nous. Oui. Donc c'est la politique très très froide, mais c'est surtout, je vois pas très bien, enfin je me demande quels sont les termes d'une rencontre et qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on espère et qu'est-ce qu'on veut et voilà. Ça. Si on veut conclure toute cette émission en ayant à l'esprit ce que vous avez pu nous dire sur la question ukrainienne, ce que vous avez pu nous dire sur l'attitude de Donald Trump, sur sa volonté de drainer le marécage en s'accompagnant d'une administration qui fasse un peu fi des néoconservateurs américains. Et si on regarde ces nouvelles tendances en Europe de se recroqueviller finalement sur ces convictions néoconservatrices, on a l'impression que l'Europe fait maintenant le SAV des néoconservateurs, ou qu'on est carrément l'organisme de recyclage, ou par exemple, ou franchement le lieu de ces poubelles. Non mais pour être clair. Oui, c'est-à-dire que on est absolument indécrantable dans notre capacité à ne jamais rien comprendre de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on accroche toujours notre char à une étoile à la mauvaise étoile.
Oui, mais alors ça, c'est tablé sur le fait qu'on a on est des élites déficientes et stupides. Oui. Mais quand on dit aussi dans le même temps que des organismes tels que l'USAID, tels que d'autres, peut-être même que certains qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiés, continuent de financer nos élites, on peut se dire que finalement, ce qui passe parfois pour de la bêtise ou de l'inconsistance, a des objectifs bien précis de déstabilisation, de nuisance de nos identités nationales dont vous parliez tout à l'heure, et que finalement, elles ne naviguent pas à vue. Quoi, nos élites ? Oui. Ah non, mais si vous n'avez pas le sens historique, si vous êtes globalement assez ignorant, si vous êtes opportuniste, si vous êtes carriériste, s'il faut aller vite, haut, fort et gagner de l'argent, ou être reconnu d'une manière ou d'une autre, vous êtes la proie, mais idéale pour ceux qui, effectivement, ont des plans d'affaiblissement, d'instrumentalisation, d'infiltration de tout un tas de structures d'État, que ce soit les chambres, que ce soit les syndicats, que ce soit les médias, que ce soit les universités, que ce soit les services. Bon, donc c'est très facile. Donc tous USAID, on parle du USAID aujourd'hui, mais enfin vous en avez des tonnes. Bien sûr. Vous en avez on parle des Soros, bien sûr, à plusieurs reprises. Vous avez le Council on Foreign Relations. Vous en avez plein qui existent. Et puis vous avez tout le réseau des grandes universités anglaises et américaines aussi, qui fournissent de remarquables opportunités de carrière. Quand on voit combien est payé un prof d'université en France, si vous voulez. Voilà. Donc, je pense à ça, mais je pense à plein d'autres choses. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Et ça se base sur ce terreau qui est tellement pauvre et tellement privé de tout, de culture, de spiritualité, de racines, de sens de l'intérêt national, parce que ça, c'est quand même, c'est l'un de nos morts les plus évidents. Hein. Il n'y a plus de notion d'intérêt national. S'il n'y a plus de national, il n'y a plus d'intérêt national. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'idée de patrie, il n'y a plus rien. Voilà. Donc l'infiltration, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Vous avez des petits individus éclatés qui se disent chacun, bon, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai en gros 30 ans ou 20 ans même pour faire mon beurre, faire je sais pas quoi. Donc je suis à vendre d'une certaine manière. Ils ne se le disent pas forcément comme Bien ça. sûr. Mais en tout cas, ils seront sensibles à beaucoup de sirènes. Voilà. Donc ça me semble pas... nos élites prêtent naturellement le flanc à ça. Parce que c'est plus des élites, tout simplement. C'est plus des élites. C'est juste des gens qui ont un accès privilégié à des modes de corruption supérieurs. Voilà, c'est tout. En ça, oui, c'est des élites. Oui. Pas tous, bien sûr. Encore une fois, je brosse un tableau un peu... Oui, alors large. qu'il est idyllique. Non, un peu large, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Il y a encore des gens très, très bien et très malheureux, forcément, en conséquence, dans nos ministères, dans nos administrations, dans nos services. Et j'en connais. Voilà. Donc, il y a de l'espoir. Et il ne faut jamais être totalement désespéré, sinon je ne reviens plus. Hein. Ah bah non, sinon c'est le temple du soleil. Non, mais... N'exagérons rien. Mais bon... Merci beaucoup Caroline Galacteros. Je rappelle à nos téléspectateurs, si vous voulez retrouver Caroline Galacteros plus souvent, abonnez-vous sur YouTube à sa chaîne Guerre. Et évidemment, je le savais, c'était paix et guerre. Je savais que j'allais l'inverser, bien guerre entendu. Guerre et paix, je n'ai pas osé, et puis je voulais mettre l'accent sur la paix. Et ben voilà, donc ça sera paix et guerre sur YouTube. Vous pouvez y aller dès à présent. N'oubliez pas non plus de mettre vos commentaires dans cette émission juste en dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement. Portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouvera pour un nouveau Samedi Politique. À bientôt.